Bonjour à tous et merci à vous d'être venus ce soir pour cette soirée autour de la photographie, donc qui démarre ici et qui continue après à la chapelle de la rencontre. Et c'est le 6e événement de l'année du projet scolaire Valise Mémoire Koffer der Erinnerung. 81 ans après la libération des camps, la promesse du plus jamais ça est aujourd'hui mise en pièces. L'antisémitisme n'a pas disparu, il se transforme, il se banalise, il ressurgit dans les mots, dans les actes, dans les discours, ici et ailleurs. En même temps, les derniers témoins de la Shoah disparaissent, peu à peu, et avec eux, ce sont des voix, des regards, des silences qui s'éteignent, une transmission qui change de nature, et on passe du temps du témoin au temps du relais. Alors une question se pose. Que peut l'image lorsque la voix s'efface? Ce soir, on a 4 photographes. Dominique Conrad, qui est la photographe qui est là, qui me suit dans tous les événements et qui filme et qui prend des photos et qui se déplace avec moi à chaque fois, qui présentera ses photos tout à l'heure. Jacqueline Baird, son amie, qui elle aussi a pris des photos dans des lieux de mémoire que vous verrez à côté. Laurent Fancini qui est là, je ne sais plus où, voilà, et qui lui est CPE de l'école Sainte-Anne à Neudorf, et qui lui aussi a pris des photos avec un regard particulier. Et enfin Nissim Selam, qui est franco-israélien et qui viendra vous parler de son projet particulier qui s'appelle The Last Link. Tous les 4 nous proposent 4 approches, 4 sensibilités, 4 manières d'entrer en dialogue avec la mémoire. Leurs regards sont à chacun des tentatives de traduire et de transmettre ces traces vivantes, subsistantes du passé. Voir un lieu ne signifie pas entendre ce qu'il porte dans sa profondeur. Un camp, une gare, une forêt, un mur, ce sont des espaces silencieux. La photographie introduit une médiation. Elle n'est jamais neutre, elle amène des questionnements, elle amène une interprétation, elle éclaire et elle choisit ce qu'elle veut symboliser. Pour ma part, je vous parlerai d'abord des 2 plexiglas que j'ai ramenés là. Il y en a d'autres à la chapelle, mais je ne les ai pas tous ramenés. C'est des plexiglas que j'ai fait après un voyage mémoriel avec une école de Coutances. On est allé en République tchèque et en Pologne. Et suite à ça, j'ai fait un travail sur plexiglas pour symboliser le lien entre les déportés et les élèves qui vont devenir porteurs de mémoire et pour interroger la mémoire qui est transmise aux élèves et comment on la transmet. Dans la mesure où les lieux ne sont pas toujours porteurs de mémoire, mais où c'est le discours, les témoignages qu'on fait sur place aux élèves qui vont les imprégner de la mémoire. Et c'est à l'image de ce que je fais, c'est-à-dire que c'est l'éclairage qu'on donne au lieu, et c'est pour ça que j'éclaire les plexiglas, c'est l'éclairage qu'on donne au lieu qui va permettre que la mémoire soit transmise. Je vais vous proposer de découvrir un petit film que je pense personne n'a vu, que j'ai très peu montré. J'ai montré à un moment dans une école. C'est un film que j'ai monté suite à la visite de Treblinka. Treblinka, c'est un lieu où il n'y reste rien et aucune trace du passé. Et pourtant, sur place, on a pris des photos et il y a eu un son particulier, un son étrange dans ce lieu. Et pourtant, vous allez voir ce qui était présent quand j'ai visité Treblinka. Treblinka, en juin 1942. Les nazis construisent en Pologne le camp de Treblinka, à 80 km au nord de Varsovie, dans le cadre de l'opération Reinhardt, plan d'extermination de tous les Juifs. Ce plan, élaboré par les nazis, vise à assassiner de manière systématique, organisée et industrielle près de 2 millions de Juifs vivant sur le territoire administré par l'Allemagne en Pologne occupée, dans des usines de la mort destinées uniquement à la destruction d'êtres humains. Ce furent Chelmno, Sobibor, Belzec et Treblinka. Treblinka
c'est le plus gigantesque camp d'extermination. C'est là que la destruction des Juifs fut la plus expéditive. Près d'1 million de victimes, pour la plupart des Juifs, et 2000 tziganes y furent assassinés en 400 jours. C'est dans des chambres à gaz, directement à la sortie des trains, que l'on transforme des vivants en morts. Un grand abattoir, comme l'a dit Shil Rajman, un des rares survivants de Treblinka. Du camp de Treblinka, rasé en 1943 par les nazis, il ne reste rien, sinon les témoignages et les documents. Un passé que les nazis ont voulu délibérément effacer pour détruire les preuves, un passé que la végétation recouvre un peu plus chaque année. À l'œil nu, plus de traces, même plus de ruines. Dans un vaste espace en herbe, une surface bétonnée recouverte seule de stèles de tailles diverses, à perte de vue, qui rappellent les crimes. Le silence de la forêt, la végétation ont pris le dessus face aux morts. Et pourtant, dans le silence des morts, la présence des absents. Une installation de rubans portant les noms des victimes, drapés sur les arbres, réalisée par de jeunes étudiants, rend présent les absents. Le bruit du vent dans ces rubans habite le silence comme le son de leurs pas ou les battements de leur cœur. Plus fort que la mort, c'est la présence des absents qui s'inscrit dans la mémoire des vivants. Ces absents que l'on rend présents pour lutter contre l'effacement des traces, pour contrer la mort et l'oubli. Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu là-bas, vraiment.
C'est-à-dire que quand on est vraiment, c'était un endroit où il ne reste rien. Et en marchant autour de la clairière, j'ai entendu ce bruit incroyable, quoi, en fait. Ce bruit vraiment comme un cœur qui bat, quoi. Et je ne savais pas d'où ça venait. Et en fait, c'était le vent vraiment dans ces papiers qui avaient été mis avec le nom des gens qui étaient mis autour de la clairière. Et le battement du cœur, c'était le battement du vent dans les papiers. Et c'était tellement impressionnant que j'ai enregistré avec mon téléphone. Et après, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de ce son, parce que c'était comme si le lieu, ils étaient là, quoi, en fait. J'avais l'impression que c'était très impressionnant. Donc j'ai monté ça après, et puis j'ai mis la voix de mon cousin, qui chante derrière, voilà. Et je l'ai présenté dans une classe, et ils ont fait un travail là-dessus. Et je ne vous le présente pas parce que on ne va pas faire en doublure, mais eux ont monté le même film avec les paroles des élèves et ils ont mis d'autres musiques du coup, et ils l'ont monté. C'est-à-dire qu'ils ont pu travailler sur ça autrement, quoi. Voilà. Maintenant, je voudrais partager avec vous autre chose, mais peut-être que là, il faut la lumière juste pour que vous irez les voir après. Vous irez les voir après. En fait, il y a un deuxième projet qu'on a fait au niveau scolaire. C'était, je crois que c'était en novembre. En novembre, on a passé un film sur c'était pas un reportage, c'était un documentaire sur un monsieur de 101 ans et demi qui vit à Menton et qui a une histoire dense. C'est un monsieur qui était autrichien, qui a quitté l'Autriche en 1938, il avait 14-15 ans. Il a vécu la nuit de cristal en Autriche, il a été très marqué par la nuit de cristal et ce qu'il a vu. Et après, il est parti en Belgique, sa mère l'a envoyé en Belgique. Sa mère l'a envoyé en Belgique, lui et sa sœur. Sa sœur avait l'âge pour partir en Palestine, donc elle a été envoyée en Palestine. Lui est resté en Belgique. Sa mère l'a rejoint, son père l'a rejoint. Ils ont passé la frontière, ils sont arrivés en France. En France, son père a été considéré comme un indésirable puisque allemand-autrichien, donc il a été immédiatement mis dans un camp. Lui-même, à ce moment-là, s'est baladé en France, a été dans 3 camps, au camp de Gurs, au camp de Rivesaltes, au camp des Milles. Sa maman a été aussi internée au camp des Milles, elle y est décédée de maladie. Et son papa a réussi à fuir le camp où il avait été enfermé et il a réussi à aller sur Marseille. Lui-même, au moment où un train l'a emmené, vous verrez, les élèves ont fait un train l'a emmené du camp des Milles à Drancy, il a réussi à s'échapper par les barreaux du train, il a sauté du train et grâce à ça il est revenu à Marseille, il est rentré dans la résistance et là on lui a conseillé à un moment que c'était trop dangereux et il est rentré dans la Légion étrangère et dans la Légion étrangère il a fait le débarquement de Provence, il est monté toute la France, il est arrivé jusqu'à Vienne en Autriche. Et après, il a été obligé de s'engager dans la Légion étrangère pour aller en Indochine, ce qui n'était pas son souhait. Et en Indochine, il s'est retrouvé avec plein de nazis en même temps, dans les mêmes troupes en Indochine, ce qui était très sidérant pour lui. Et ce monsieur, il y a une dame qui s'est attachée à lui, qui l'a découvert, je ne me rappelle plus comment, et qui est allée le voir et s'est attachée à lui, et elle a monté un film, ce documentaire, elle a écrit un livre pour les adolescents. On m'a mis en contact avec elle, et ce film n'est pas souvent passé, c'est un film qui est vraiment très très poignant. Donc moi j'ai décidé de le passer dans 2 classes, de faire venir après la cinéaste pour qu'elle vienne parler aux élèves. Et suite à ça, j'ai proposé dans les 2 classes, lycéens et collégiens, de faire une valise comme cadeau à Monsieur Traub. Et donc une classe de lycéens a fait une valise, l'autre classe de collégiens a fait une valise. Alors les lycéens, ils l'ont fait tout seuls sans moi, ils me l'ont ramené. Et ils se sont enregistrés. Et les collégiens, on a fait plusieurs séances avec eux pour arriver jusqu'à la valise qui est faite qu'avec du carton. Tout ce qui est dedans, c'est fait en carton, les camps, le train. Ce monsieur est devenu maire adjoint dans un petit village. Pendant 19 ans, il était maire adjoint. Donc, de ce fait-là, ils ont aussi construit la mairie. Et ce qui était important pour moi, et c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que la question pour moi, c'est d'une part de faire intégrer la mémoire auprès des élèves et qu'ils l'intègrent par la réalisation de quelque chose, pas seulement en écoutant de façon passive un témoignage, mais en réalisant quelque chose, parce que quand des élèves s'approprient une histoire, quand ils la questionnent, quand ils la dessinent, quand ils écrivent des mots, vous verrez, ils ont fait son portrait par exemple, quand ils créent une valise, ils font vivre le passé. Mais je voulais montrer aussi que ça touche le survivant. Donc j'ai promis aux élèves que j'irais à Menton rencontrer ce monsieur, mais qu'il fallait faire vite la valise, parce que 101 ans et demi,
Je ne sais pas combien de temps il vit, ce monsieur, donc il fallait y aller vite. Et donc ils ont fait assez vite, en 2 mois. Et je leur ai promis que j'allais tout de suite après à Menton. Donc j'étais à Menton il y a 8 jours. Et j'ai ramené les 2 valises à monsieur Traube, qui a été très ému. Et je vais juste vous montrer, en fait, d'une part, le message qu'un élève a fait à monsieur Traube, vous allez l'entendre. Et puis d'autre part, la réaction de monsieur Traube qu'il adresse aux élèves. Et dans 15 jours, je crois, je vais dans les classes pour leur passer ce témoignage. Et monsieur Traube m'a téléphoné quand il a vu ce film et il m'a dit qu'il voudrait voir la réaction des élèves à sa réaction. Donc on va encore une fois faire ça. Et cet été, comme je fais un autre projet dans une autre école, on va faire des masques à la mémoire de monsieur Traube et de son histoire. Et ben, je lui ramènerai cet été, je lui ai dit que je viendrai cet été de lui ramener les masques pour qu'il voit tout l'impact que ça a. Parce que c'est un mouvement, en fait c'est important de voir que la mémoire c'est un mouvement dans les deux sens. C'est pas juste une mémoire que les élèves intègrent, mais c'est aussi important pour le survivant qui se rende compte que son vécu n'est pas enfermé dans le passé, mais qui vit et qu'il est prolongé dans le présent avec d'une autre façon, une espèce de parole qui circule au niveau de la transmission. Donc je vais vous laisser juste voir ce bref petit moment de rencontre. Dans ma classe de 3e, nous travaillons sur votre histoire. Mais pour nous, vous n'êtes pas seulement un personnage du passé, vous êtes un héros qui nous inspire. Vous êtes pour nous un exemple de bravoure et de fidélité à vos idées. Votre histoire nous a appris que même en cas de difficulté, on peut trouver la force de continuer à défendre nos valeurs et l'humanité. Vous vous êtes engagés et avez résisté, même quand les plus vaillants et les plus endurants ont baissé les bras. Cela nous a profondément marqué. Comment une personne peut-elle souffrir autant et pourtant garder le sourire? Malgré tout ce que vous avez traversé, vous n'avez jamais laissé la haine ou le désespoir gagner. Vous nous montrez qu'on peut rester humain même face à l'inhumain. Vous êtes un soldat libre et cela fait de vous un vrai résistant. Vous n'êtes pas un soldat qui obéit sans réfléchir, mais un homme libre, capable de refuser un combat qui ne correspond pas à ses valeurs. Grâce à des personnes comme vous, à votre combat pour la liberté et votre combat pour la démocratie, nous sommes aujourd'hui libres et respectés. Votre engagement marquant nous donne du courage pour défendre nos valeurs, nos droits et nos principes. Dans l'avenir, nous reprendrons votre combat pour améliorer encore la liberté, l'égalité, l'inclusion et la tolérance. Survivre à l'horreur demande une force immense, mais la transmettre en demande encore plus. Et vous en êtes la preuve. Toute votre histoire vivra en nous, dans nos cœurs et nos esprits, et continuera de nous inspirer pour l'éternité. Nous ferons tout pour transmettre votre histoire et rappeler aux autres ce qui s'est passé afin que l'horreur que vous avez vécue ne soit jamais oubliée. Avec mon plus profond respect, ma gratitude et notre devoir de mémoire, Ahmed, représentant des élèves de 3e du Collège international de l'Esplanade. Eh bien, Waouh, c'est fort, hein? Ouais, Regardez plus souvent comme ça. ouais. Là, Franchement, hein, c'est un des plus beaux messages que tu as reçus. Hein, avoir trouvé ça, avoir écrit ça, chapeau. C'est bien. Vous voyez que c'est inspirant ce que vous faites. J'étais très ému de voir le contenu de ces valises, que des jeunes se sont attachés à raconter par la réalisation de cette valise mon histoire, et je suis très impressionné du fait que des jeunes aujourd'hui s'attachent à à garder la mémoire de l'histoire des gens comme moi et d'autres, qui ont vécu ces années noires du siècle dernier et qui s'investissent pour pouvoir transmettre cette mémoire. C'est ça qui me fait espérer de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'il faut leur dire, notamment, c'est lui qui a écrit ça, Ahmed. Ahmed, ça m'a ému d'une façon incroyable, parce que ce qu'il dit là, ça réveille des souvenirs en moi, des souvenirs qui sont
au fond de ma conscience, et dont je ne parle pas. Ouais. Ça, quand je lis ça, me reviennent des images que je pensais non pas oublier, parce qu'on n'oublie pas, mais enfouis au fin fond de la mémoire, et qui reviennent, qui ressortent. Tout ce qu'il dit ici, bon, évidemment, c'est une comment dire, une description de ma personnalité, de ma personne, vue par un enfant à la suite de ce qu'il a appris sur moi. Donc il a quand même dit, il a écrit, enfin il dit tout ce que cela a évoqué en lui. Ouais. Et j'étais très très ému en disant ça, il faut dire. Il faut lui dire que je les remercie d'avoir fait ça, je les garderai en bonne place dans ma bibliothèque des souvenirs, voilà. Ouais. Il a pu en quelque sorte se mettre à ma place, en quelque sorte, et dire ce que j'ai pu moi faire à l'époque. C'est très bien. Mais il faut quand même que je le dise. Si lui, il a pu faire ça, c'est parce qu'il a eu une enseignante qui l'a motivé. Et c'est ça, il faut le dire. Ça, il faut dire, il faut mettre les doigts dessus, parce que tout seul, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait jamais su. Le projet de Nissim Selam, The Last Link, est profondément essentiel. Nissim ne photographie pas seulement des survivants comme des figures du passé. Il capte une relation, il va vous l'expliquer tout à l'heure. Il montre leur vie d'avant, leur joie, leur jeunesse, mais il montre aussi leur vie d'après, dans ce qu'ils ont construit de beau, de joyeux et d'humain. Ils ne sont pas seulement des survivants, ils sont des vivants. Et ce message de vie, de bataille, de gain de la vie sur la mort, ce message de lumière sur l'obscurité prend une résonance particulière avec le moment que nous venons de vivre. On sort de la tradition juive de la fête de Purim. Et le fait que cette soirée se passe après Purim n'est pas anodin. Purim, c'est un rite de mémoire qui célèbre la victoire du courage, la victoire de la vie sur l'oppression et le mal. Dans le livre d'Esther, le peuple juif vit sous la menace d'un décret d'extermination décidé par Aman. Ce décret n'est pas seulement un projet de mort physique, c'est un décret qui promet l'effacement d'un peuple, l'effacement de son nom et de sa transmission. C'est une volonté d'anéantissement total. Et face à cela, il y a deux figures qui se sont levées, Esther et Mardoché. Et leur victoire repose uniquement sur du courage moral, sur de la lucidité et de la responsabilité. Esther est passée du silence à la parole, de la peur à l'engagement. Et quand quelqu'un ose se lever, quand quelqu'un ose parler, quand quelqu'un ose agir, la vie triomphe. Et c'est ça ce qu'on apprend dans Esther. Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le renversement, et c'est ce qu'on ressent dans les témoignages des déportés. C'est-à-dire ce qui devait être un jour de destruction dans le livre d'Esther est devenu un jour de joie. Ce qui était programmé comme une disparition est devenu une affirmation d'existence. Et ça, pour moi, c'est comme le témoignage du survivant qui retourne l'anéantissement vers quelque chose de vivant. Et c'est comme le travail des élèves aussi, qui prolonge ce côté vivant de la transmission du survivant. Et pour moi, la fête de Purim, elle célèbre précisément ça, et elle dit que tant qu'il y a transmission, solidarité, courage et mémoire, la vie continue de se relever, et tant qu'il y a des êtres humains qui choisissent d'agir, l'anéantissement n'a pas le dernier mot. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses, mais ça n'a pas d'importance. Je préfère donner la place. La date de cette période entre Esther et Mardoché. Oh là, ah bah je suis une garde.
Ah ouais, non, je ne sais pas du tout, moi. C'était Les dates et moi. Pardon. Un peu plus de 2500 ans. J'ai pas compris. Un peu plus de 2500. 2500 ans, 2500. Voilà, donc un grand saut pour que ça recommence en ce moment. Quoi. Enfin, Non, ça pour ne que ça recommence- recommence pas. Non, ça recommencera pas. Voilà, Mais- pour que ça recommence pas. Voilà. Voilà. Et pour terminer, je voulais juste dire que photographier un lieu de mémoire, c'est refuser qu'il devienne un simple décor historique. Et photographier un visage, c'est affirmer aussi qu'aucune idéologie ne pourra effacer l'unicité d'un être. Créer, c'est s'opposer à la destruction et opposer à l'anéantissement une lumière. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet Valise Mémoire, c'est rendre plus forte la vie que la mort et s'opposer à l'anéantissement et à l'effacement et à l'oubli. Mais je vais laisser la place à Nissim pour qu'il explique son projet et après, on pourra répondre aux questions. Je vis en Israël depuis 2009. Et c'est la première fois pour moi que je raconte l'histoire de mon projet. Et parce que j'ai jamais eu l'occasion de la raconter en public. Et enfin, les gens connaissent le projet, mais j'ai jamais eu l'occasion de la raconter en public. Donc en fait, le projet, il se passe en 2000. À la base, moi, je travaille dans la communication et les médias, et j'avais créé un média sur Israël. En 2012, j'étais associé sur un média qui parlait d'Israël. Et un jour, on a fait un article qui parlait de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, il y avait un hashtag sur Twitter qui commençait par un bon juif, hashtag un bon juif, et les gens complétaient la phrase en disant un bon juif, c'est un juif mort, un bon juif, c'est un juif brûlé, un bon juif. Et le hashtag était arrivé en top tweet. Ça veut dire que c'était l'un des hashtags les plus partagés sur Twitter, et c'était terrible. En fait, on a fait un article là-dessus. Et quand on a fait cet article, j'ai partagé l'article sur mon mur en disant un bon juif, j'étais un peu énervé, je dis un bon juif, c'est un juif qui t'emmerde. Et mon associé de l'époque m'a répondu, il m'a dit non, un bon juif, c'est un phénix. Voilà, la reconstruction. Et c'est de là qu'est né le projet. Je me suis dit, qu'est-ce qui est plus un phénix qu'un survivant de la Shoah ? Parce que les cendres, la Shoah, le phénix qui renaît de ses cendres, et de là est née l'idée d'aller voir un survivant de la Shoah. Je précise que je viens d'une famille séfarade. On avait conscience de la Shoah, on connaissait un peu l'histoire de la Shoah, mais on n'avait pas, j'avais pas connaissance de la Shoah comme j'en ai connaissance aujourd'hui. Et donc en fait, on s'est mis à la recherche d'un survivant en Israël, à Bat Yam, et on est tombé sur un monsieur qui s'appelle Moshe, Moshe Aelion. C'est la photo avec le petit garçon. Je les ai toutes mis ensemble. Ah. On peut éteindre. Ouais. Et donc en fait, quand je suis rentré chez ce monsieur, donc Moshe, il avait déjà 80, à l'époque il avait déjà au moins 90 passés. Et en fait, quand je suis rentré chez ce monsieur, il m'a raconté son histoire, la déportation depuis la Grèce. Il venait de Thessalonique. Et moi, je n'avais pas conscience de ce qu'était la Shoah du tout, et j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert c'était quoi cette histoire, cet héritage qu'on m'avait pas transmis. Et ce qui m'a touché particulièrement dans son histoire, c'est qu'il a raconté qu'en fait, quand il était à Auschwitz, il était grec et il ne parlait pas le yiddish. Et en fait, les autres juifs qui étaient là parlaient tous le yiddish, et ils lui ont dit si tu ne parles pas yiddish, c'est que tu n'es pas juif. Alors il a dit c'était terrible pour moi parce que en fait j'ai vécu la double peine. Ça veut dire que j'étais d'un côté dans un camp de concentration et de l'autre même mes co-religionnaires ne me reconnaissaient pas en tant que juif. Et donc un jour il s'est énervé, il a baissé son pantalon, il leur a dit voilà, je suis circoncis. Ça veut bien dire quelque chose? Ils lui ont dit non, ça veut rien dire. C'est peut-être médical. Et donc en fait il était très vexé par ça et il a essayé de prouver sa judaïté par mille et une manières. Et un jour, étant vraiment, vraiment vexé, il est rentré dans le cabanon en criant la phrase la plus emblématique du judaïsme qui est « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Il leur a dit « Si je connais cette phrase, c'est que je suis juif ». Et ils lui ont dit « Si tu connais cette phrase, il semblerait que tu sois juif ». Et moi, quand il a raconté ça, en tant qu'ancien élève de Yeshiva, ça m'a énormément touché. Et c'est là que cette histoire-là a résonné en moi. À la fin de la rencontre, je lui ai serré la main, je lui ai dit merci, je l'ai remercié pour... on a fait une photo, d'abord on a parlé de la transmission parce que j'ai essayé de faire une photo qui reflète qui il est. Il y avait le fils de mon associé qui avait des cheveux longs et je lui ai dit peut-être que la transmission c'est ça, c'est transmettre aux plus jeunes. Et on a fait une photo comme ça
où on a écrit, quand on l'a mis sur les réseaux sociaux, on a fait un jeu de mots, on a écrit jeu, mais à la base de jeu, on a écrit Jou, suis un phénix, je suis un phénix. Et bon, la photo, elle a fait le tour sur les réseaux, mais ça, je vous en parlerai après. Et en fait, à la fin de la rencontre, je lui ai serré la main et je lui ai dit merci de m'avoir transmis cette histoire, merci de m'avoir raconté, d'avoir pris le temps, comme je remercie chaque survivant. Et il m'a dit, il m'a tenu la main et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec mon histoire? Ben, je lui ai dit, je vais la mettre sur les réseaux sociaux, je vais raconter, je vais parler de la photo, etc. Mais non, c'est pas suffisant. Je veux que tu ailles voir d'autres survivants, je veux que tu ailles voir d'autres personnes comme moi, je veux que tu les photographies, je veux que tu écoutes leurs histoires, je veux que tu parles de la Shoah, je veux que tu la transmettes cette Shoah. Et je lui ai dit, mais moi je connais rien à la Shoah. Il m'a dit, justement, je veux que tu le fasses. Et moi, j'ai pris très à cœur. Et on s'est dit au revoir. Et juste au moment qu'il me lâche la main, il s'est passé quelque chose, vous allez comprendre pourquoi je vous le raconte maintenant, vous allez comprendre après. Il me dit, la conversation est toute en hébreu. Il me dit, Ata Tsarfati, tu es français? Je lui dis, oui, je suis français. Et il me dit, je parle pas français, mais je connais une chanson en français. Alors je lui dis, c'est quoi la chanson? Et il me dit, il était un petit navire. Et il se met à chanter. Il était un petit navire. Il se met à chanter. Et on chante ensemble et on rigole. Et on se dit au revoir. Et je retourne quelques semaines après lui donner les photos. Et il est très ému par les photos, etc. Et moi, comme je voulais tenir ma promesse, j'ai continué à rencontrer des survivants de la Shoah. Et comme ça, j'en ai rencontré beaucoup. Aujourd'hui, je suis à plus de 200 survivants que j'ai rencontrés. Et dans ces survivants-là, dans tous les survivants que j'ai rencontrés, au début c'était très dur de rencontrer des survivants parce que les gens ils comprenaient pas qui j'étais, ce que je leur voulais, c'était quoi le projet. Et quand j'allais voir le mémorial de la Shoah, bon c'était compliqué, tu n'es pas une association. Quand j'allais voir les petits-enfants de survivants de la Shoah, ils me disaient mais qu'est-ce que tu veux à mon grand-père? Jusqu'au jour où en 2016, j'ai appris dans les journaux qu'il y avait une rumeur comme quoi l'homme le plus vieux du monde, donc il faut savoir que le Guinness Book des records attribue à chaque fois qu'un homme le plus vieux du monde décède, ils ont dans leur liste les hommes les plus vieux du monde. Donc ils ont dit voilà, l'ancien homme le plus vieux du monde, il était indien, il est décédé. On soupçonne il faut qu'on vérifie, mais on soupçonne que le nouvel homme le plus vieux du monde vive à Haïfa et qu'il soit survivant de Auschwitz. Et donc moi quand j'ai appris qu'il y avait cette rumeur-là dans les journaux, je me suis mis sur la trace de ce monsieur qui s'appelle Israël Cristal et je me suis dit tiens, ce serait intéressant d'aller le rencontrer. Sauf que sa fille ne laissait rencontrer absolument personne. Elle n'avait pas confiance en personne, donc c'était très dur et j'ai réussi à obtenir le numéro de téléphone. Un copain qui travaille dans les médias me l'a donné. Il m'a dit essaye mais tu verras, elle refusera. Et quand je l'appelle, elle me dit non au téléphone. J'étais avec une dame d'une association israélienne qui me dit donne-moi le téléphone. Et donc elle prend le téléphone, elle dit moi je veux lui parler. Elle lui parle, elle lui dit voilà, Nissim il n'est pas journaliste, et il a un projet, il fait des photos. Et c'est essentiel pour ton papa qu'il vienne au moins faire une photo. Même s'il ne pose pas de questions, au moins qu'il fasse une photo. Et comme ça, elle a été convaincue, donc je me rappelle toujours parce qu'elle a dit bon, je te dis oui, mais pour dimanche matin, mais appelle-moi samedi soir pour confirmer. Donc le samedi soir, elle l'appelle et elle me dit c'est bon pour demain matin, mais appelle-moi dimanche matin tôt pour que je te confirme qu'il puisse bien venir. Donc le dimanche matin, elle l'appelle à 6h du matin, elle lui dit est-ce que Nissim peut venir? Elle lui dit oui. Donc elle me dit, elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit en hébreu, elle me dit yalla, ça, genre vas-y, fonce. Et j'y vais. Donc je vais avec mon matériel photo, avec mon sac, et je vais en direction de Haïfa, et je prends un taxi. Et le taxi, il me parle, il me raconte sa vie, la route elle est longue et on parle. Et à un moment donné, il y a un silence et je me dis, mais tu vas voir l'homme le plus vieux du monde, mais qu'est-ce que tu vas lui dire en fait? Et j'étais face à moi-même d'un coup et je savais pas, j'avais peur de cette situation parce que j'étais impressionné. Et au moment où on arrive, à un moment donné, le taxi, voilà, on a fait 2 heures de route et il me dit, bah voilà, on est là, c'est l'adresse. Il me dit, vas-y, je lui dis, reste, je veux rester avec toi encore 5 minutes, je suis un peu stressé. Je peux rester 5 minutes avec toi dans la voiture? Il me dit oui. Je reste 5 minutes dans la voiture et au bout de 5 minutes, je me dis bon, j'y vais, je m'en fiche. Je rentre dans l'immeuble et je tape à la porte et il y avait une Ozeret Beit, comment on dit en français, une assistante. Une dame qui aide à la maison et qui est philippine et qui a un fort accent philippin et qui me dit en anglais, elle me regarde avec un grand sourire, je tape à la porte et elle me dit en anglais, elle me dit you are lucky, elle me dit tu es chanceux. Je réponds en anglais, je dis why I'm lucky, pourquoi je suis chanceux? Elle me dit en hébreu, elle me dit Kanes, alors rentre, et je rentre.
Et je vois le monsieur qui a 113 ans, qui est assis sur sa chaise, et il y a sa fille à côté, et elle me dit, mon papa, elle me dit même pas bonjour, elle enchaîne directement la conversation, elle me dit, mon papa, tous les jours, il met les tefilines, les phylactères, tous les jours, depuis qu'il est jeune, mais il perd la vue fortement. Et d'habitude, c'est mon frère qui lui met les tefilines, mais mon frère, il est en voyage en ce moment, et moi, je sais pas comment on les met. Est-ce que tu veux lui mettre les tefilines? Alors je lui dis oui, et je pose mes affaires, et je lui mets les tefilines. Et c'était un moment très intense pour moi, parce que tout ce que j'avais appris dans les écoles religieuses, toute mon éducation, les religieuse, elle s'est traduite à ce moment-là. Et donc je lui mets les tefilines, et j'étais concentré, et je fermais les yeux quand je lui mettais les tefilines. Et quand j'ouvre mes yeux, je vois sa fille qui tient son téléphone comme ça, qui me filme, et qui pleure. Et je vois que c'était pas seulement un grand moment pour moi, mais pour elle aussi. Et donc on fait des photos, et je fais des photos avec les tefilines sur la tête. On peut mettre la photo. Cette photo-là. Donc je le fais rire, etc. Et c'était un très beau moment humain, très humain et très fort. Faut savoir qu'il ne voyait pas, donc en fait à gauche, j'ai dit à sa fille de se mettre à gauche, de lui parler en yiddish. Elle lui parlait et elle lui faisait sourire, et donc quand il a eu un grand sourire, j'ai enclenché et ça a fait cette photo. Et donc voilà, et quand je plie les tefilines, les phylactères, sa fille elle vient à côté de moi et elle me dit tu sais, tu es très chanceux. Elle me dit en hébreu ata bar mazal, tu as beaucoup de chance. Si la traduction en français serait tu es le fils de la chance. et je dis pourquoi? Elle me dit parce que en fait j'accepte aucun journaliste chez moi. La dernière fois que j'ai fait rentrer un journaliste chez moi, le journaliste il est venu, il a fait des photos de mon père et il ne nous a jamais envoyé. C'est un très grand manque de respect de faire des photos de mon père qui est si vieux et qui a traversé tout ce qu'il a traversé sans jamais nous les avoir envoyés. Et donc, et quand il a appris que mon père était potentiellement l'homme le plus vieux du monde, il les a publiés en disant regardez, je l'ai photographié. Il dit double manque de respect. Donc j'ai aucune confiance aux journalistes. Et moi, je replie les tefilines et je dis, vous savez, je ne suis pas journaliste, mais j'ai des questions. Et elle, c'était une femme avec un très très fort caractère, et elle me regarde et elle me dit, mais c'est pas déjà assez, tu as mis les tefilines, tu as fait tes photos, qu'est-ce que tu veux de plus? Je lui dis, il y a au moins une question que je pose à tous les survivants de la Shoah que je rencontre. Et elle me dit, c'est quoi ta question? Et je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? Et elle me regarde un peu étonnée, et à ce moment-là, il y a la dame, la Ozeret Bait, philippine, qui vient avec du thé. Elle a un plateau de thé. Et elle interrompt la conversation, comme si que je vous parlais, il y a quelqu'un qui rentre dans la conversation, et elle dit, en hébreu, elle dit, Heviti achem thé, je vous ai amené du thé avec son accent qui chante. Et le monsieur qui est assis, il me regarde et il me dit en hébreu, il dit, Gam shvilo thé, pour lui aussi amener un verre de thé. Alors je m'assois avec lui, et il fait la bénédiction. Il faut savoir que chez les Juifs, quand on mange, on bénit chaque aliment. Et il fait la bénédiction sur le thé. Et moi aussi, je fais la bénédiction sur le thé. Et je le regarde et je cogne mon verre contre le sien. Et je lui dis, L'Echaim, Israël, L'Echaim. L'Echaim, ça veut dire à la vie. Quand on fait tchin, on dit à la vie. Et toute ma vie, j'ai fait L'Echaim. Mais à ce moment-là, j'ai compris ce que ça voulait dire à la vie pour un monsieur qui a 113 ans. Et il me regarde et il me dit L'Echaim, à la vie. Et donc sa fille, elle vient, elle se met au milieu, et elle lui dit en yiddish, il demande est-ce que tu crois en Dieu? Et il regarde et il répond en yiddish, et elle me traduit après, et elle dit ô combien il est bon d'avoir 113 ans et de pouvoir bénir son verre de thé. Elle me dit Vadaï chez Oumamin, bien sûr qu'il croit. Alors c'était une réponse incroyable, et je la regarde et je dis je peux poser encore une question? Et elle me dit t'en as pas eu assez? Je dis non. Et elle me dit vas-y, pose ta question. Et je lui dis tu es l'homme le plus vieux du monde, tu as 113 ans, et c'est quoi le message que tu as donné aux jeunes, aux futures générations? Et donc elle lui pose la question, et il me répond en hébreu, il dit Tiou bnei Adam, comportez-vous comme des êtres humains. Alors sa fille, elle lui dit, elle rentre dans la conversation, parce que jusque-là, elle faisait que traduire. Et là, elle rentre dans la conversation, elle vient un petit peu taquiner son papa, elle lui dit Aval Abba, les familles, c'est caché, Eliot Ben Adam. Parfois, papa, c'est dur d'être un être humain.
Et il lui a dit en hébreu, il lui a dit, si c'est pour toi dur d'être un être humain, alors vérifie vraiment que tu es un être humain. Et c'était une façon de closer la conversation et de répondre dans tous les points. Voilà, ce monsieur il est décédé. Il est décédé en 2017. Et en 2017, fin 2017, j'ai été invité au musée de Tel Aviv pour exposer des photos. Et dans les photos, ils m'ont dit voilà, tu as droit à une dizaine de photos. Et j'ai exposé les photos et j'ai mis ces photos-là parce que voilà, c'est la rencontre la plus forte que j'ai faite. Et il y avait sa fille qui était invitée, donc elle est venue, elle s'est mise à côté, enfin il y avait plein de photos, il y avait d'autres photographes aussi. Et elle s'est tenue toute l'exposition, ça veut dire que ça a duré 8 heures, où les gens ils venaient et ils regardaient. Elle était pendant 8 heures à côté des photos de son père. Et à un moment donné, je vais la voir et je lui dis Choula, tu sais, il y a d'autres photographes, il n'y a pas que moi. Et elle me dit non, je reste à côté de la photo de mon père. Et je lui dis dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de ton papa? C'est quoi la leçon que tu as appris de ton papa? Et elle me dit en hébreu une phrase que, alors moi je savais pas, mais c'est une phrase qui est très courante, mais je l'ai trouvée très belle, je la trouve toujours très belle. Elle me dit Mikol limon ou asa limonada. De chaque citron, il a fait de la citronnade. Et je lui dis qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit il faut que tu saches que mon père, quand il est sorti d'Auschwitz, il avait 40 ans. Et il est rentré à Auschwitz, il avait 2 fils et une femme. Et ses enfants, sa femme et ses enfants, ils sont morts à Auschwitz. Et quand il est sorti d'Auschwitz, il n'avait plus rien. Il est venu en Israël. Et mon père, son métier, c'était de faire des bonbons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté du sucre. Et il a fait des bonbons qu'il vendait dans un petit chapeau, au noir comme ça, dans la rue. Et un jour, il a eu assez d'argent pour acheter un petit stand, une petite place, c'était même pas un stand, c'était une petite place dans un marché. Et donc en fait, il vendait ses bonbons comme ça. Et puis un jour, il a eu assez d'argent pour acheter un petit peu plus grand stand, une petite place encore un peu plus grande. Puis il a eu un stand justement. Et puis après, il a acheté un magasin. Puis après, il a fait une usine. Et elle m'a dit, puis après, il a vendu des bonbons à tout Israël. Et elle m'a dit, Mikol limon ou asa limonade. De chaque chose, il a su comment dire, en profiter. Et moi, ça me fait souvent penser de manière religieuse. On dit dans les maximes de nos pères, on dit Mi Hachir, qui est le riche, qui est l'homme riche, Amesamer Bechelko, celui qui se contente de sa part. Et en fait, quand je regarde cet homme, je me dis voilà, un homme qui n'avait rien, sa part, elle n'était pas grand-chose. Il a su la sublimer, sa part. Il a pris un petit peu de sucre et il a fait un petit stand, puis un plus grand, et puis un magasin, puis une usine. Et c'est ça. Et finalement, c'est ça. Être riche, c'est pas être riche en argent, c'est savoir sublimer ce qu'on a. Voilà pour l'histoire avec Israël Cristal. Et ça reste l'histoire la plus forte la rencontre la plus forte que j'ai faite. Ensuite, je reviens sur... en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est la première fois que je parle devant des gens. Et je me suis dit, si tu dois parler, raconte la mémoire et le futur. Et en fait, donc je reviens sur Moshe et après je vous raconterai l'histoire de la dame de Myriam et vous allez comprendre pourquoi ça parle du futur à la fin. Donc Moshe, le premier monsieur que j'ai rencontré qui était grec, j'ai perdu contact avec lui parce que j'ai rencontré plein de survivants. Et donc en fait j'en ai rencontré à l'époque, en 2000, quand j'ai repris contact avec lui, j'en avais rencontré déjà au moins 80, 90, c'était déjà beaucoup. Maintenant je suis à plus de 200 mais j'en ai déjà rencontré beaucoup. Et un jour, je suis à Bat-Yam, donc la ville dans laquelle il habite, avec une association où on va voir des survivants de la Shoah. Et je dis à la dame de l'association, la responsable, je dis voilà, le tout premier survivant de la Shoah que j'ai rencontré, il vivait à Bat-Yam. Et elle me dit comment il s'appelle? Je dis Moshe Elion. Elle regarde dans sa liste, elle me dit Moshe Elion, il est encore vivant. Tu veux qu'on l'appelle? Je dis oui. Et on l'appelle. Et il dit venez me voir, je sais pas qui vous êtes, mais venez me voir, ça me fera toujours plaisir les visites. J'adore les visites. Donc je viens, on va à l'adresse, on tape à la porte, bonjour. Et je rentre chez lui et je dis Moshe, tu te souviens de moi? Et il me dit non, je me souviens pas de toi. Je dis tu sais Moshe, je t'ai photographié avec un petit garçon. Tu te rappelles pas de ça? Et il me dit non, je suis désolé, je me rappelle pas. Tu sais, il y a beaucoup de journalistes qui viennent me voir très souvent et on pose des questions, on me filme, on photographie, je me souviens pas de toi. Et je dis mais Moshe, tu sais, j'ai fait un projet, j'ai rencontré plus de 80 survivants de la Shoah. C'est toi qui m'as dit de rencontrer ces gens-là. C'est toi qui m'as dit d'aller faire ça, de parler de mémoire, d'écouter ces histoires, de les transmettre. Comment c'est possible que toi tu m'accompagnes, tu as changé ma vie, et au jour le jour tu as changé ma vie, mais toi tu te souviens pas de moi? Comment c'est possible? Moi je pense à toi tous les jours, et toi tu te souviens même pas de moi.
Et il me dit, je suis désolé, avec un grand sourire, je suis désolé. Et je lui dis, mais Moshe, tu sais, j'ai rencontré l'homme le plus vieux du monde, Israël Cristal, et je lui ai mis les tefilines. Et à ce moment-là, c'était toi qui étais avec moi. C'est à toi que je pensais. Et il me dit, je suis désolé, je me souviens pas. Et j'ai dit, Moshe, tu sais, il y avait une chanson en français. Et il me dit, il était un petit navire. Je lui dis, oui. Et il me dit, maintenant je me souviens. Et on commence à chanter. Et en fait, ça a été notre code durant toute la relation que j'ai eue avec Moshe. Le code, c'était il était un petit navire. Quand je l'appelais au téléphone, je lui disais, allô, il était un petit navire. Ah, oui, je me souviens de toi. Et à chaque fois que j'allais le voir, j'ai repris contact avec lui. Et le contact, il a duré comme ça 1 an. À chaque fois que j'allais le voir, notre code, c'était il était un petit navire. Je le filmais avec mon téléphone quand il chantait, etc. Et puis un jour, il y a un de ses petits neveux qui m'appelle. Il me dit, Moshe, il va pas bien. Il va pas bien du tout. Il est très malade, il est à l'hôpital. On aimerait bien que tu viennes le voir parce qu'à chaque fois que tu viens le voir, tu lui donnes de la force. Et vous avez une belle relation, tu arrives à le faire rire, etc. etc. Et donc je dis, mais je suis pas de la famille. Il me dit, viens, fais-moi ce plaisir, viens le voir à l'hôpital. Donc il me donne rendez-vous un dimanche soir. Et il me dit, voilà, c'est à Holon. Donc Holon, c'est une ville qui est à côté de Tel Aviv. Moi, je viens de Jérusalem en train. Et toi, tu m'attends en bas, on se donne rendez-vous à 18h. Tu m'attends en bas, on va monter ensemble. Je lui dis ok, et je l'attends et je l'appelle et il est en retard et je lui dis mais t'es où? Il me dit je me suis trompé dans le train, j'ai pas pris la bonne direction. M'attends pas, monte, j'arrive, je vais avoir du retard, c'est dommage que t'attendes en bas, monte tout seul, va voir Moshe. Et donc il me dit 4e étage, il me dit le numéro de la chambre, donc je prends l'ascenseur et je rentre dans l'ascenseur et quand je sors de l'ascenseur, j'arrive à l'étage, je suis pas encore rentré dans la chambre que j'entends déjà les cris de Moshe qui crie et qui pleure. Et je rentre dans la chambre et je prends sur moi parce que c'est une situation qui est difficile, je ne suis pas habitué à ça. Et je vois un monsieur, le monsieur que j'ai connu, qui a des fils partout, le pauvre. Il avait perdu du poids, il n'allait pas bien. Et il crie, et je dis Moshe, tu te souviens de moi? Avec un grand sourire. Et il se met à me hurler, il me dit non, je ne me souviens pas de toi, il me dit. Et il me dit ça me gratte, sors d'ici. Et j'étais complètement désarçonné et je lui dis Aval Moshe, Charnou Beyachad, il était un petit navire. Je dis, on a chanté ensemble, il était un petit navire. Et il me regarde tout étonné comme ça, avec étonnement, et il me dit, nous Bémet, Charnou Beyachad, il était un petit navire, avec son accent. Il me dit, vraiment, on a chanté ensemble, il était un petit navire? Je lui dis, oui, tu veux voir? Je t'ai filmé. Et je lui montre le téléphone. Et il s'arrête de crier, il s'arrête de pleurer. Et l'infirmière, elle me regarde, elle était à côté, elle me regarde, l'air de dire, d'où tu sors? Et je m'assois à côté de lui et je lui prends la main. Et je dis Moshe, tu te souviens quand tu m'as raconté ton histoire dans le camp? Il me dit oui, je me souviens. Je lui dis, tu te souviens quand tu me racontais qu'à Kippour, tu chantais les prières même si tu les connaissais, tu connaissais pas tout par cœur, tu chantais pour toi? Et il me dit oui, je me souviens. Je lui dis, tu te souviens quand tu m'as béni? Il m'avait béni. Et il me dit amène-moi ma kippa. Il avait sa kippa qui était sous un meuble, je lui amène la kippa et il met les mains sur la tête et il se met à crier, à hurler. Et il me bénit, et il y avait tous les infirmiers qui étaient en dehors, et ils rentrent dans la chambre, et on se met à parler comme ça. Et il me dit, Nissim, j'ai une question à te poser. Je lui dis quoi? Il me dit, est-ce que je vais mourir? Je lui dis, oui, tu vas mourir, mais on va tous mourir. Parce que c'est le destin de tous les hommes de mourir. Mais ce qui compte, c'est ce que tu laisses. Et regarde-moi, tu m'as changé ma vie. J'ai rencontré plein de survivants de la Shoah. J'en ai rencontré plein, grâce à toi. Et tu m'accompagnes à chaque fois que je fais une rencontre. Et c'est ça qui compte. Et il me dit, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu as tenu ta promesse, la promesse que tu m'as faite, que d'aller rencontrer les survivants, d'aller leur parler, comme je t'avais demandé la première fois qu'on s'est vu? Je lui dis oui. Oui, et je continue, et je continuerai. Je continuerai jusqu'au dernier. Ça a été ma phrase. Jusqu'au dernier, j'irai les rencontrer. C'est pour ça que je n'ai jamais publié mon livre. Je fais un livre. À la fin, il y aura un livre et une exposition. Parce que je rencontre encore, même s'il n'y en a plus beaucoup, je rencontre encore. Si je suis venu aujourd'hui ici, c'est d'abord pour rencontrer Madame Polak, et où je peux aller voir des survivants, j'y vais. Et c'est la dernière fois qu'on s'est vu en fait, avec Moshe. 2 mois après, il est décédé. Et voilà, et c'est ce projet que je porte grâce à ce monsieur-là, qui m'a accompagné. Et voilà. Dans les rencontres que j'ai faites, il y a une rencontre qui m'a particulièrement touché. C'est l'histoire d'une dame. Est-ce que vous pouvez mettre une photo, s'il vous plaît? C'est cette dame-là qui s'appelle Myriam Echel, qui est tchèque. Et en fait, si je vous raconte cette histoire-là particulièrement, c'est pour finir avec une note d'espoir. Et moi, c'est quelque chose qui
qui m'a particulièrement touché, et vous allez comprendre pourquoi à la fin. L'histoire de cette dame, je ne vais pas vous la raconter en détail parce qu'elle est immense, mais je vais vous raconter les points essentiels. Cette dame-là s'est retrouvée dans un camp, dans un ghetto, pardon, dans le ghetto de Munkac. Elle a raconté bien avant de se retrouver dans le ghetto qu'elle s'était fait torturer par la police tchèque, etc. Et elle s'est retrouvée avec sa maman et ses 9 frères et sœurs, enfin ils étaient 9 en tout, dans le ghetto. Et en fait, un jour, il y a un monsieur qui est venu taper à la porte de là où il vivait et il lui a dit « j'ai faim » à la mère. La dame, elle est au milieu dans la photo. Il lui a dit « j'ai faim. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de ton pain ?» Il leur donnait des rations de pain tous les jours. Et elle a dit oui, et en échange je ferai quelque chose pour toi. Elle lui a donné son pain, il lui a dit je veux aussi le pain, je vois du pain là, est-ce que tu peux me donner? Elle a dit non, ça c'est le pain de mes enfants, je te donnerai mon pain mais je ne donnerai jamais le pain de mes enfants. Donc il s'est contenté du pain. Il lui a dit ce soir, je reviens, enfin en fin de journée je reviens, et je tiendrai ma promesse de faire quelque chose pour toi. Et ce monsieur-là était photographe. Il est venu et il a dit voilà, je vais faire une photo de toi et de tes enfants. Donc il a placé la maman au milieu et il a placé les enfants autour, comme vous voyez là sur la photo. Et au moment de faire la photo, donc il est venu avec son gros appareil photo. Au moment de faire la photo, il a dit finalement je ne fais pas la photo. Alors la maman elle dit pourquoi tu nous as promis que tu ferais une photo, pourquoi tu changes d'avis? Et elle lui a dit je veux que vous souriez sur la photo. Je veux que tout le monde sourie sur la photo. Et la maman elle lui dit mais c'est compliqué de sourire. On regarde la situation dans laquelle on est, on nous a tout retiré, on nous bat tous les jours, elle avait perdu son mari déjà. C'est compliqué de sourire. Il dit justement, si la photo elle reste, ce qui restera ce sera le sourire qu'il y a sur la photo. Et la maman, elle est convaincue par cette idée, l'idée lui plaît. Donc elle demande aux enfants de sourire. Vous voyez sur la photo, ils sourient. Et le monsieur, le photographe, il fait la photo. Maintenant, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on fait une photographie, on met la carte mémoire dans l'ordinateur et la photo elle sort tout de suite. Donc ça prenait quelques jours. Entre-temps, la maman, elle est avec ses enfants dans le ghetto et ils apprennent qu'ils vont être déplacés. Les Allemands leur annoncent qu'ils vont être déplacés. Donc ils savent qu'ils vont être déplacés. Et le photographe revient 2-3 jours après avec les photos imprimées. Il leur donne les photos. Et la maman, elle prend ses enfants autour d'elle, donc ils savent qu'ils vont être déplacés, elle prend ses enfants autour d'elle, elle les réunit, et elle leur dit, voilà, j'enterre la photo ici. Le premier qui revient après la guerre doit me promettre de récupérer la photo. Alors les enfants, et elle dit, vous devez aussi me promettre de ne jamais montrer cette photo à qui que ce soit. Et les enfants, ils promettent et ils se mettent à pleurer. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas tous revenir après la guerre? Elle dit si, bien sûr que vous allez revenir tous, mais c'est sûr qu'il y en aura un qui reviendra avant les autres. Et celui-là, je veux qu'il me promette de récupérer la photo. Et Myriam, donc la dame que vous voyez qui tient la photo, au moment où elle m'a raconté son récit, elle a pris le cadre de photo qui était accroché, qui était là en fait, qui était assise en face de moi, elle a sorti le cadre comme ça, et elle m'a dit je suis la seule à être revenue d'Auschwitz. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle m'a raconté évidemment les sélections, elle m'a raconté la dernière fois qu'elle a vu son papa. La pauvre, c'est une scène très dure, elle a vu son papa qui était tout nu dans la neige et elle lui a dit pas en tchèque, Poppy, 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 Poppy. Et le papa s'est retourné et lui a dit chut. Et elle a dit c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Et elle s'est rappelée après la marche de la mort que de la promesse qu'elle avait faite à sa maman. Et elle a retrouvé son frère, et avec son frère, ils ont été récupérer la photo. Donc elle a été déportée 2 ans et demi, récupérer une photo qui était enveloppée à l'endroit où sa maman l'avait enterrée. Et en fait, un soir, elle rêve de sa maman. Et sa maman lui dit, dans son rêve, il faut que tu fasses ton alia, il faut que tu ailles vivre en Israël avec ton frère. Donc elle fait son alia, comme à l'époque, beaucoup de survivants de la Shoah viennent vivre en Israël, et elle garde la photo. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle tient la promesse qu'elle a faite à sa maman de ne jamais montrer la photo à qui que ce soit. Et donc elle garde la photo, et en Israël, c'était la guerre. Et en fait, son frère, le seul frère qu'elle avait qui a survécu à l'horreur de la Shoah,
eh ben, il est pris dans la guerre et il est pris dans une opération où les soldats qui ont été tués sont revenus tellement déchiquetés qu'on ne les a pas reconnus. Ça veut dire qu'il y avait, à l'époque, il y avait un rite où on essaye de Torah, on essaye de les reconnaître selon les noms. Bon, c'est un peu compliqué, mais parce qu'on ne reconnaît plus les visages, on ne reconnaît plus rien, ils sont tellement déchiquetés qu'on ne les reconnaît plus. Et son frère, elle n'a jamais même pu l'identifier exactement qui était son frère. Tellement que, voilà. Et elle se retrouve seule au monde. Et elle se marie. Et elle garde la photo dans un livre pendant 30 ans. Et elle se marie, elle fait des enfants. Et un jour, après 30 ans, elle se rappelle de cette histoire de la photo. Et elle s'est dit, finalement, c'est le seul élément que j'ai de ma famille et que j'ai jamais montré même à mon mari. Alors un jour, elle va voir son mari et elle lui dit, voilà, j'ai un secret. Et le mari lui dit, mais ça fait tant et tant d'années qu'on est mariés, comment tu pourrais avoir un secret pour moi? Et là, elle lui ouvre le livre et il y avait la photo dedans. Et le mari, elle lui raconte l'histoire et elle se met à pleurer. Et la photo était, après 30 ans, elle était complètement abîmée ça. Et il lui répare la photo parce qu'il avait des amis ingénieurs dans ce domaine, etc. Donc la photo que vous voyez, elle est retouchée. C'est pas exactement le truc, mais il réussit à la réparer. J'ai eu une photo de la photo déchiquetée, elle était vraiment voilà. Et voilà comment la rencontre pourrait se terminer. Mais la rencontre entre Myriam et moi, ça ne se termine pas là. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est assise en face de moi? Et c'est pour ce point-là que je vous raconte cette histoire. Elle a pris le cadre photo et elle a posé sur le mur. Et elle m'a dit, tu vois ça, c'est ma famille, c'est mon histoire, c'est le passé. Et elle s'est retournée vers un meuble, vous savez les vieux meubles de grand-mère avec des cadres photos qui sont très très gros et des toutes petites photos dedans. Et elle m'a dit, tu vois ça, c'est l'avenir. Ça c'est mon petit-fils. Il vient de finir ses études et il est ingénieur comme ça et comme ça. Ça c'est ma petite fille, elle vient de passer son bac. Et celui-là il a fait comme ça. Et en fait, elle m'a dit, moi dans ma maison il y a deux choses. À l'entrée il y a la photo du passé, mais mon regard il est tourné vers l'avenir. Et mon espoir c'est l'avenir et c'est mes enfants. Voilà. Magnifique. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Oh, mon Dieu. Il rajoute quelque chose, c'est le projet. En fait, il a démarré un autre projet qui n'est pas encore abouti, qui est au démarrage et qui est en lien avec le 7 octobre. Et donc, je voulais qu'il vous parle aussi 2 minutes de ce projet-là. Alors, c'est encore plus la première fois que je parle de ça. En fait, c'est un film. Je fais un film sur la Shoah et le 7 octobre. Après le 7 octobre, il y a eu, en Israël, il y a eu beaucoup de comparaisons sur la Shoah et sur le 7 octobre. Beaucoup de gens ont dit c'est la Shoah, c'est le 7 octobre, c'est la Shoah, etc. Et un jour, j'ai été à une conférence. En fait, il faut savoir que, il n'y a pas la photo ici, mais un an et demi avant le 7 octobre, j'ai rencontré un monsieur qui avait 102 ans et qui était pianiste dans les camps. Il s'appelle Laszlo Roth, il est encore vivant. Aujourd'hui, il a presque 106 ans. Il était pianiste dans les camps, il était à Auschwitz. Je vous la raconte l'histoire de manière courte parce qu'elle est très très longue et c'est quelqu'un qui est merveilleux pour moi parce qu'il parle 7 langues. Quand je fais des erreurs en hébreu, il me corrige en français. Donc voilà, et un jour, la première fois où j'ai été le voir, il m'a raconté son histoire. Donc c'est un monsieur qui a aidé, c'est très rare d'ailleurs d'avoir un témoignage comme ça, les Sonderkommando. C'est-à-dire qu'il n'était pas aux Sonderkommando lui-même, mais il a aidé les Sonderkommando. Il a donné des détails très précis sur les chambres à gaz, sur ce qu'on pouvait y trouver après les gazages, sur les odeurs, sur la couleur de la fumée. Il a donné des détails très très précis. Et il a raconté que l'un de ses travaux, c'était d'avoir une charrette, une espèce de brouette en bois sur laquelle il mettait les corps, et il les amenait au crématorium. Et il a dit un jour, c'était en train de me rendre fou. Il a dit, moi, les études que j'ai faites, c'est des études de musique. Et il y avait une liste dans laquelle on pouvait s'inscrire dans le camp si on avait un corps de métier particulier. Et donc lui, il s'est inscrit en tant que musicien. Et un jour, dans la liste, on a dit, on cherche des musiciens, et toi, on sait que tu es musicien, donc rejoins la liste. Et il s'est mis à jouer, donc il a été transféré dans un camp qui s'appelle Melk, en Autriche, et il s'est mis à jouer de l'accordéon. D'ailleurs, il a dit, après la Shoah, j'ai plus jamais touché à un accordéon de ma vie. Mais il s'est mis à jouer de l'accordéon. Et en fait, il m'a regardé, à la fin de la rencontre, il a mis ses mains de 102 ans, j'ai fait une photo de ses mains, sur son piano, et il s'est mis à jouer. Et c'était un moment, moi je filme pas les rencontres,
J'enregistre avec mon téléphone parce que j'estime qu'arriver avec 3 caméras et des projecteurs, etc., ça enlève le naturel et l'authenticité des rencontres. Juste, je filme, j'enregistre avec mon téléphone et à la fin, je fais une photo. Mais c'était un moment de grâce absolue de voir ce monsieur de 102 ans jouer du piano comme ça. Et à la fin du morceau qu'il a joué, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai connu la musique dans le pire des endroits sur Terre. Et toute ma vie, je me suis efforcé de faire le meilleur avec la musique. J'ai essayé de transformer l'horreur en quelque chose de bon. Et c'est le travail de ma vie. Ça m'a énormément touché. Et quand il y a eu le 7 octobre, donc je suis resté en lien avec lui, je suis toujours en lien avec lui, Laszlo. D'ailleurs, le 27 janvier, il a été invité par le président de l'État d'Israël à jouer justement devant lui et à raconter son histoire. Et quand il y a eu le 7 octobre, un jour j'étais à une conférence et il y avait une spécialiste de la Shoah qui parlait du 7 octobre et qui disait voilà, la grande différence entre la Shoah et le 7 octobre, c'est que pendant la Shoah, les Allemands ont pris des photos en noir et blanc dans lesquelles il n'y avait rien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de violence. Et le jour du 7 octobre, les terroristes du Hamas ont filmé leurs crimes et il y avait une effusion de sang. Et moi, c'est vrai ce qu'elle a dit, mais moi ça m'a fait sauter sur ma chaise, je me suis dit mais si je devais connecter les deux événements, j'essaierais de les connecter de manière totalement différente. Je ne veux pas comparer l'horreur, ça ne sert à rien. On va comparer comment on nous a tués et on a été gazés, on a pris une balle dans la tête et le sang et pas le sang. C'est pas genre... Il y a quelque chose qui sonnait pas bien pour moi. Et j'ai repensé à Laszlo et à la musique. Et j'ai repensé au Festival Nova, qui était un festival de musique. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de prendre des jeunes musiciens qui ont été au Festival Nova et de les amener chez Laszlo, qui est un musicien, il était notre musicien dans les camps. Et on a fait une première rencontre, c'était 4 mois après le 7 octobre. Donc on a été chez Laszlo avec 2 musiciens, ils ont parlé de musique. Toutes les questions et toute la conversation, c'était la résilience et comment on guérit grâce à la musique après l'horreur. Et le projet, il s'est arrêté là dans le sens où moi je voulais continuer, mais les jeunes, ils étaient perturbés parce qu'ils venaient de vivre et c'est normal. Et Laszlo, il est fatigué, il ne pouvait pas faire un documentaire complet. Donc j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit, tiens, je veux refaire, mais avec des gens un peu plus jeunes qui peuvent bouger, etc. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Donc le projet s'appelle Bound for Life, comme on dit, des liens de vie. Et c'est 4 rencontres entre des survivants de la Shoah et des survivants du 7 octobre. 4 profils de jeunes différents, 4 profils de survivants différents aussi. Donc sur les 4, on a 3 survivants des camps. Et on a une enfant cachée. Et en fait, l'idée, c'est de parler non seulement des comparaisons, mais aussi de parler de la transmission qui se fait entre les générations. Et on leur pose la question, on leur demande, c'est de ça dont on parlait dans la voiture tout à l'heure, et je pense que c'est là-dessus que vous voulez venir, c'est à qui, maintenant que vous avez entendu l'histoire de ces gens, c'est à qui de transmettre la Shoah? Et tous les jeunes disent, moi je sais pas la Shoah, mais je veux transmettre ta Shoah. La Shoah que tu m'as racontée, celle-là, je veux la transmettre. Et voilà, c'est un des éléments qui est très fort dans le film. Il se passe plein de choses dans le film. On fait des visites de lieux. On a été au Festival Nova avec un survivant du festival et un survivant d'Auschwitz. On a été à la Knesset avec une enfant cachée pour parler pour les otages. On fait plein de choses. On va bientôt voyager à Auschwitz, justement. Voilà, c'est un projet qui est encore en cours et que j'espère ira au bout. Voilà. Vous avez rencontré Israël Cristal. Oui. Sa fille avait quel âge 66 ou 67, je me souviens plus exactement. Elle était jeune. Non, en fait, il a eu plusieurs enfants et c'était une des dernières. Ouais. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Dans quel pays vous rencontrez les survivants? En Israël, en France, en Belgique. Et peut-être là, je suis sur une personne qui était dans le convoi 77, qui est en Angleterre. Mais c'est pas sûr, donc je m'avance pas. Voilà. Spielberg a envoyé un petit peu partout des gens pour interviewer des gens. Et je trouve que c'est formidable parce qu'il a été le premier à vouloir faire ça, je crois. Et finalement, si on veut écouter l'histoire de quelqu'un,
soit on va aussi au musée de la Shoah, à la Yad mémoire Vashem. de la Shoah, ou alors par Spielberg. C'est comme ça que moi j'ai appris qu'un copain de jeunesse avait été dans un camp, et la seule fois où il a parlé de son histoire, C'était à Spielberg. c'est à Spielberg. Ouais, c'est vrai. Et finalement, on le connaissait, mais il parlait de rien. Il était petit. Et puis longtemps après, il m'a raconté. Mais il y a beaucoup de survivants que j'ai vus qui m'ont dit, tu sais, j'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai fait le témoignage de Spielberg. C'était important pour eux. Ouais. Sur la plateforme, il y en a plus de 50 000. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai vu un sujet là-dessus. Il disait qu'il y avait certains films qu'il avait fait qui étaient entièrement pour le financement de ce travail-là, parce que c'est un travail énorme. Il y avait des équipes dans le monde entier qui l'ont envoyé pour interviewer les survivants de la Shoah. Et ça coûtait des sommes colossales. Et en fait, il a financé, grâce au film qu'il a fait, au cinéma qu'on connaît tous, ce projet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est la première fois que je parle. Il faut continuer. En fait, quand vous parlez, on sent aussi Le vécu. ce vécu. Oui, non, je ne veux dire pas vécu, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire, vous savez le faire ressortir et nous capter par cette Et c'est important parce qu'on vient de chez Simone Pollack où on était pendant 3 heures. Il s'est présenté, il a raconté des choses qui étaient ici. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est exactement comme les photographes. Vous êtes photographe, mais il y a, comme les photographes pour n'importe quel artiste, en fait, c'est que les questions qu'il pose, et pour ça je dis le témoignage qu'on fait à Spielberg ne va pas être le même que le témoignage qu'on vous fait. Ouais. C'est-à-dire que les questions posées ne sont pas les mêmes, l'émotion elle n'est pas les mêmes, ça ne transmet pas la même chose. Et Simone Pollack, elle a dit des choses que je n'ai jamais entendu dire. Là, alors, en fait, j'essaie de poser des questions vraiment personnelles. Souvent, les intervieweurs ils posent des questions un peu, j'appelle ça scientifique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est très précis, c'est des dates, c'est des nombres, etc. Et moi, je suis plus dans l'émotion, dans qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, est-ce qu'il y a une question qui te rentre, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites, etc. Et j'essaie de rentrer un peu plus dans ce qui se trouve à l'intérieur des gens. Et voilà. Oui. Oui, j'ai une question. Les photos, Oui. vous les prenez avant ou après les discussions? Après, toujours après. Donc d'abord, les gens témoignent. On va Bien dire, sûr. vers- Parce que, alors je vais vous expliquer le process que moi j'ai mis en place pour faire des photos, pour faire les photos de ces... Est-ce que vous pouvez mettre la photo, vous savez où il y a toutes les photos? J'ai envoyé. Toutes les photos. Je ne l'ai pas envoyé. C'est pas grave. Si. Je n'ai pas envoyé celle où il y a toutes les photos. Bon, Ouais, c'est pas désolé. grave. En fait, le process, il est que je me suis rendu compte que souvent les gens, les gens, quand je vais les voir, ils se demandent c'est qui, c'est quoi, voilà. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que d'abord, je crée une intimité entre nous. Donc je les fais parler. Je les fais parler longtemps. Je leur pose beaucoup. D'abord, je les fais parler, et ensuite, je leur pose beaucoup de questions. Et quand l'intimité s'est créée, à ce moment-là seulement, je sors mon appareil photo. Je ne viens pas en journaliste qui est à la recherche de la petite phrase, qui va reprendre partout, etc. Je laisse passer énormément de temps et je crée une vraie relation avant de sortir quelques caméras que ce soit. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et donc à ce moment-là, quand l'entretien c'est fini, qu'il m'a raconté ce qu'il avait raconté, comment dire, là je sors l'appareil photo et là je fais une photo. Et en général, il y a de l'émotion, quoi. Et ça se ressent. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de venir et de faire une photo. C'est pour ça qu'il y a le sourire sur toutes vos photos. Alors, non, il y a des photos qui sont... Il demande. Je demande Il a demandé à Simone Pollack de sourire, elle avait du mal à sourire, mais il a insisté pour qu'elle sourie. Ouais. Mais parce que c'est l'idée de transmettre quelque Bien chose, sûr. de l'espoir. En fait, l'idée c'est... Pardon. L'idée c'est de transmettre des choses qui sont, comment dire, en fait, qui ils sont eux, tout simplement. Ne pas jouer la tristesse, ils sont pas tristes. Et s'ils sont joyeux, je veux qu'ils soient joyeux. Quelle est leur véritable nature, quoi. Comment s'appelait la première personne que vous interviewez? Moshe Elion. Gunther, t'arrives plus? Ça arrive. Ça arrive. Et donc vous restez sur le visage uniquement? Oui, sur le visage, ou ça dépend. Il y a des gens qui posent avec leurs enfants, par exemple cette dame qui est là,
Elle était avec son arrière-petite-fille, et elle m'a dit, mon arrière-petite-fille, c'est toute ma vie. Et je l'ai prise en photo comme ça, tout simplement. Et c'est une survivante d'Auschwitz. Il y a ce monsieur-là aussi, Walter Spitzer, qui était peintre. Ah ouais. Il a une histoire, vous pouvez retrouver son histoire sur internet. Il m'a dit quelque chose qui m'a tellement ému. Lui, il a survécu grâce à la peinture et au dessin dans les camps. Il a raconté que les gens qui étaient avec lui se sont engagés. Ils lui ont dit voilà, nous on s'engage à te sauver la vie, et toi en échange tu t'engages à dessiner ce que tu as vu ici. Tu promets que tu dessineras. Et il m'a dit toute ma vie j'ai dessiné. Il a dit et à tous ces enfants, c'était sa phrase, c'est pas la mienne, il a dit à tous ces enfants qui sont morts, je leur ai prêté mes crayons et mes pinceaux pour qu'ils puissent raconter. Et en fait je l'ai photographié, enfin il sourit, j'ai photographié dans son studio à Paris, il avait un studio où il peignait. Voilà, chacun il a son histoire. Il y a cette dame Marceline que vous connaissez, qui était incroyable aussi. Il y a ce monsieur, cette photo-là, il faut savoir enfin, on a voulu me la racheter très très cher. Ce monsieur-là était dans la liste de Schindler. Il a été interviewé pour Spielberg, et pour la petite histoire, à la fin de l'interview, donc il a raconté plein de choses. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu tires de tout ça? Et sa réponse elle a été à l'époque il avait 88 ans, j'ai 88 ans et je vis avec une femme de 40 ans. Alors je dis mais je comprends pas la réponse. Il m'a dit attends, j'ai pas fini. Je viens d'acheter mon nouvel appartement Rehov Balfour, dans la rue Balfour à Tel Aviv. C'est une des rues les plus chères. J'ai dit mais je comprends pas. Il me dit attends, j'ai pas fini. Je reçois demain ma nouvelle BMW. J'ai dit mais je comprends pas. Il me dit t'as pas compris? J'ai bien vécu. Et il m'a dit comme ça, excusez-moi pour la vulgarité, il m'a dit j'emmerde Hitler. Il m'a dit comme ça. Je dis non, j'emmerde c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il m'a dit oui. Voilà. Le doigt d'honneur. Et voilà, et en fait chacun il a son. En fait j'essaie de transmettre dans la photo qui ils sont réellement. Ce monsieur-là par exemple, il est sculpteur, il est peintre, il a une histoire qui m'a énormément touché. Quand j'ai été le voir. Il s'appelle comment? Yitzhak Balfer. Et quand j'ai été le voir, il avait un atelier à Tel où il peignait, et tout ce qu'il peignait c'était autour de je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de Janusz Korczak, le fameux Janusz. Et lui, il me dit, moi, Niyel et Janusz, je suis un des enfants de Janusz. Il a été sauvé. Et il m'a dit, toute ma vie, je dessine mes enfants, enfin ma famille, et Janusz. Tout son atelier c'était que Janusz. Et à un moment donné de la conversation, il m'a montré une peinture qu'il avait fait de toute sa famille. Il m'a dit voilà, ces gens-là n'existent que dans ma mémoire. Et je les ai dessinés. Je lui ai dit tu sais quoi, on va faire une photo de toi avec eux. Et je l'ai mis au milieu de sa famille et on a fait une photo comme ça. Et à la fin donc j'ai fait cette photo et il m'a dit promets-moi, pour l'histoire, il m'a dit promets-moi de revenir avec une bouteille de vodka et qu'on dira ensemble les Chaim, on dira ensemble à la vie. C'était pendant le Covid. Et quand je suis revenu, il est décédé du Covid. Voilà. Donc voilà, chacun il a. Chaque rencontre c'est une émotion, c'est pas simplement une photo, c'est une émotion. Voilà. J'ai une question. Ces survivants que j'ai rencontrés, oui. Est-ce qu'ils vont exprimer la joie? Bien sûr. Auprès de vous? Oui, bien sûr. Vous puissiez parler d'eux. Alors souvent on me dit mais c'est triste ce que tu fais, mais je dis moi je rigole toute la journée. C'est pas triste du tout. Il y a plein de blagues qui se passent. Je peux vous raconter par exemple l'histoire du monsieur en haut à droite qui a le tatouage avec le pantalon qu'il avait le nom m'échappe. Mais ce monsieur-là par exemple il a raconté qu'il était à Auschwitz et que tous les jours il y avait un Allemand qui venait avec qui il travaillait qui lui amenait un sandwich. Il vient d'une famille très religieuse, une famille de chassidim. Et il lui a amené un sandwich avec de la viande. Et il m'a dit c'est grâce à ce sandwich que j'ai survécu. Et moi pour rigoler, parce que j'aime bien le taquiner, je dis alors il était bon le sandwich parce que c'était pas gâché. Et on rigole de tout. Je peux vous raconter 1000 blagues qui m'ont fait et 1000 situations dans lesquelles on a rigolé. Alors des fois ils font la gueule sur les photos parce que c'est leur histoire, mais des fois il y a des moments qui sont incroyables et des fois ils ont même plus d'humour sur leur propre histoire que nous-mêmes, qu'on pourrait s'autoriser nous-mêmes. Donc voilà, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais il y en avait un monsieur qui m'avait raconté une blague, il m'avait dit ces deux survivants de la Shoah qui
qui se draguent et il y en a un qui demande à l'autre c'est quoi ton numéro. Il n'y a qu'un survivant de la Shoah qui peut raconter une histoire, une blague pareille. Mais il rigole même là-dessus. Je me permettrai pas de faire une blague comme ça. Ah oui. Voilà, il y a aussi ce monsieur qui est encore vivant, il vit à Paris, Léon Lefkovitch, qui est très drôle. Il m'a raconté une blague et je la raconte à chaque fois parce qu'elle me fait très rire. Il m'a dit pourquoi la guerre des 6 jours elle a duré que 6 jours. Je dis pourquoi? Il me dit parce que le matériel a été loué. Voilà, parce que tout le matériel était loué. Voilà, donc voilà, l'humour, il y a énormément d'humour dans tout ça, il y a énormément de vie et de bonne humeur, mais au moment où on fait la photo, c'est un moment souvent où ils ont exprimé quelque chose de fort, et c'est ce moment-là que je capture. Mais entre ça, il se passe plein de choses. Et dans votre projet, vous réussiriez à le faire vivre, ça, parce que vos photos sont parlantes et elles sont magnifiques. Ouais. Mais ce que vous racontez, ça serait quand même vachement bien qu'on sache. Ben, en fait, de faire savoir. C'est la première fois que je parle déjà. Continuez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et le but c'est de faire un livre, comme j'ai promis à Moshe. À la fin, il y aura un livre et une exposition. Et j'aimerais que j'ai été invité au musée de Tel Aviv. J'ai été invité cette année aussi pour l'intervention de Laszlo pour le président d'État d'Israël, M. Herzog, devant lequel il a joué. Ils m'ont dit mets les photos de Laszlo et met aussi d'autres photos. Donc voilà, ça commence à faire des expos. Mais le livre, je vous dire très sincèrement, j'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie de faire un livre parce que ça voudrait dire que je me suis arrêté de photographier. Et en fait, non, j'ai envie aujourd'hui j'ai rencontré une dame incroyable, Simone Pollack, et j'ai envie encore de continuer. Donc, il y aura des annexes. Pardon? Il y aura des années, des addendums. Ouais, non. Il est encore jeune. Ouais, je suis encore jeune, j'ai que 43 ans, donc ça va. Et voilà, et je pense que dans le livre, voilà, je raconterai les histoires des gens que j'ai rencontrés, mais aussi voilà, les histoires qu'il y a autour, il y en a plein. Je pourrais vous raconter 1000 anecdotes de gens qui m'ont appelé, qui m'ont rappelé, qui se souviennent de moi et machin. Ou alors par exemple cette dame, Myriam Echel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est décédée. Et quand elle est décédée, avant qu'elle décède, un jour elle est venue, elle a fait un témoignage devant des jeunes judiviens à Tel Aviv, c'était le jour de Yom HaShoah. Elle avait témoigné devant le président de l'État d'Israël. Et tout le monde me dit à Tel Aviv, ils me disent tous, le jour de Yom HaShoah, c'est comme si c'était ton anniversaire à toi, parce que c'est le jour où tu as rencontré tellement de gens qu'il faut que tu fasses quelque chose. Donc organise-nous quelque chose. Donc j'ai organisé un truc, mais j'avais pas de survivants, parce que tous les survivants sont pris. Et elle avait témoigné devant le président de l'État d'Israël le matin, et je l'appelle l'après-midi, je dis voilà, j'ai pas de survivants, est-ce que tu peux venir? Elle me dit d'accord, j'ai témoigné ce matin devant le président, ça me dérange pas de venir pour toi. Elle est venue, elle est montée sur une chaise, donc je lui avais imprimé la photo, et elle a raconté son histoire, et les 80 jeunes qui étaient là-bas, déjà il y a des couples qui se sont formés, qui se sont mariés, premièrement. Et deuxièmement, à chaque fois que je rencontre une des personnes qui était à cette soirée, il me dit on se souvient que tu nous as amené cette personne. Et à la fin de la soirée, pourquoi je vous raconte ça? Je lui ai donné la photo, j'avais imprimé la photo, je lui ai donné la photo. Donc la photo où elle tient la photo de sa famille. Et elle a gardé cette photo. Et quand elle est décédée, ses enfants ont ramassé ses affaires, la pauvre. Et il y a un jour, je sais pas, deux ans après, je reçois un message sur Facebook. Vous savez, les messages masqués, vous savez, il y a des messages qui arrivent direct et des messages qui arrivent, il faut arriver dans les spams. Et je vois, et il y a un jeune qui me parle et qui me dit « Tu sais pas combien je t'ai cherché ?» Alors je lui écris, je dis « Donne-moi ton numéro de téléphone », on se met à se parler. Il me dit « Moi et toute ma famille, on s'est mis à te chercher. » Parce que quand ma grand-mère elle est décédée, eh ben, en fait, on a vu cette photo et il n'y avait rien écrit dedans. Et on a cherché à savoir qui est-ce qui avait pris cette photo. Et donc, je viens de te retrouver, et maintenant que je t'ai retrouvé, je veux que tu me racontes qu'est-ce que ma grand-mère t'a raconté de nous. Et je lui ai raconté la fameuse scène où elle m'avait dit « ça c'est le passé, et ça c'est l'avenir ». Et il était, très ému, on est resté en contact. C'est fort. Oui, c'est fort. Et toutes ces histoires-là, pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes ces histoires-là, je vais les mettre dans un livre à la fin. Voilà. Voilà. Elles sont très belles, monsieur. Merci beaucoup. Photos. Vraiment, elles sont touchantes. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai photographié, ça c'était une époque où je photographiais que en noir et blanc, maintenant j'ai commencé à faire un peu de couleur aussi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup.